10e session, un anniversaire qui se fête. Il y a eu le visage, le genre, le corps vieillissant, le corps du sportif, le corps dans le spectacle vivant, le cybercorps, le corps naissant, le corps à naître, le corps dans l'art, le corps en partance, et aujourd'hui, le corps et ses parures. Un sujet qui peut paraître superficiel, amusant, vous vous apercevrez au cours de ces 2 jours que ce n'est pas si superficiel que ça. Il y a beaucoup à en dire, et ça en dit beaucoup. Pardon. J'aime bien placer ces assises sous ces 2 phrases, l'une qui est de Paul Valéry. Celui-là m'enrichit, qui me fait voir tout autrement ce que je vois tous les jours. Et Charles Péguy, il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise pensée, c'est d'avoir une pensée toute faite. Donc, bien sûr, la parure, vous en savez tous autant que moi, mais peut-être qu'en voyant des regards se croiser, vous allez découvrir les choses un petit peu différemment et chasser vos idées reçues pour, recevant du grain à moudre, vous forger votre propre idée. Un très grand merci à nos partenaires, sans qui ce colloque ne pourrait pas avoir lieu, au premier rang desquels la société Exis, mais aussi la société Christec, toutes les instances de la ville et de la région, Montpellier-Ville, la métropole et la région. Merci également à nos partenaires que sont Agnès B, que sont Radio Aviva. À ce sujet, je signale aux conférenciers qu'il y a des journalistes de Radio Aviva, il y a des journalistes de presse, il y a des journalistes d'autres radios qui risquent de vous interpeller dans la journée. Je vous sais gré de leur accorder un tout petit peu de votre temps et de répondre à leurs questions, animées par une saine curiosité. Merci à La Cavale, qui est une librairie coopérative montpelliéraine qui nous accompagne. Et vous verrez qu'au moment des pauses, vous avez tout loisir d'aller voir les livres publiés par une majorité de nos conférenciers ici présents, et vous pourrez discuter avec les conférenciers, vous pourrez avoir une signature de vos livres et repartir donc avec un panier garni. Merci aussi aux assureurs Vernières, Delmas, de Goninck qui nous accompagnent tout le temps, Areas, merci de leur présence, merci également au journal La Gazette, et peut-être à Midi Libre, je ne sais pas s'ils ont parlé de nous, La Gazette, oui. Merci à tous les conférenciers de s'être mobilisés pour nous faire partager leur savoir. Merci de cette générosité qui est animée par de la passion. Merci aussi à Isabelle Matteux, mon épouse. Comme disait Lucien Jarfagnon, présentant son épouse, c'est ma plus belle moitié. J'en dirais de même, d'une femme de l'ombre, mais qui m'éclaire tellement et j'ai tellement besoin de sa lumière. Merci à mon fils Baptiste Matteux, le dernier des 3, qui est le roi de la technique, qui m'initie à l'informatique, grâce à lui maintenant je sais faire des PowerPoint, et qui est là en secours au cas où j'aurais un bug pour sauter sur le plateau et venir me sortir de cet embarras. Merci enfin à Caroline Matteux. Alors, ce n'est pas une OPA familiale, hein, je vous rassure, mais on fonctionne bien ensemble et il y a de la coopération généreuse et spontanée. Caroline Matteux qui a participé à la communication. Et merci à vous tous d'être là, parce que sans vous, ça ne pourrait pas exister. C'est fait pour vous. Je ne peux pas commencer sans avoir une pensée triste, profonde, pour 2 personnes qui nous ont quittés, qui me sont particulièrement chères. Bruno Laurent, un ami, un frère, un compagnon de route chirurgicale, quelqu'un de rare, de ces gens excessivement discrets qui, lorsqu'ils prennent la parole, vous font tout arrêter, vous vous dites, ça va être forcément intelligent, il ne faut pas que j'en perde une miette. Un être excessivement cher qui me manque. Voilà, on était un groupe, le groupe Villandry. Je dis on était parce que bon, Bruno n'est plus là, j'ai pris ma retraite d'activité chirurgicale, avec encore Michel Rouif et avec Philippe Giordano. Voilà, on était en train de faire une dissection. C'était une belle époque, vraiment, un de ces cadeaux de la vie. Une autre personne, Jean-Claude Carrière, que vous connaissez tous, quelqu'un d'éminemment profond, généreux, qui est venu à 2 reprises aux Assises du corps transformé, une fois pour nous parler de l'art vivant. Il avait fait une superbe conférence sur le masque, si on peut la retrouver sur le site des Assises, n'hésitez pas à la regarder, c'est un vraiment grand moment. Et il était venu nous parler également de cinéma, dans Le corps dans l'art, et vraiment, il avait dit une très belle chose, moi qui m'est restée en mémoire, j'en parlais hier soir avec Céline et Léna,
Il a dit, savez-vous ce que le cinéma parlant a apporté au cinéma muet? On était en entretien, j'ai dit beaucoup de choses, beaucoup de nouvelles voix, etc. Il m'a dit pas du tout. Il nous a apporté le silence et le poids du silence. Et j'avais trouvé ça passionnant. Il avait un regard décalé. Vous pouvez rester en son compagnie en allant voir L'ombre de Goya, un film posthume, qui est un très très beau film. On part avec lui en train, en Espagne, à la découverte de Goya, et c'est passionnant, c'est encore sur les écrans. Vraiment, je vous conseille d'aller retrouver Jean-Claude Carrière. Deux personnes chères, Bruno, Jean-Claude, qui nous ont quittés durant l'année 2021. Je voudrais que ces 10e assises du corps transformé leur soient dédiées. En tout cas, ils m'accompagneront. Les 3 coups ont été frappés, on peut ouvrir le rideau sur ce tableau, sur cette Juliette parée, d'une robe soyeuse, d'un collier de perles et d'un parfum. Les assises, les 10e assises, sont ouvertes. Et je vais avoir... Alors, je vais faire comme pour tous les conférenciers dont je présente les livres, je vais vous présenter les miens. Ils n'ont pas beaucoup d'ambition, si ce n'est de marquer les premières années de ces assises du corps transformé. Il y a un ouvrage sur le visage, un ouvrage sur le genre, un ouvrage sur le corps vieillissant, celui sur le corps sportif, qui réunit en fait par écrit toutes les communications qui avaient été prononcées lors de ces assises. Au bout de ces 4, le travail étant difficile de collecter toutes les communications et de faire un bouquin, j'ai fait appel à notre caméraman Boris Proust, qui depuis quelques années donc capte toutes les vidéos qui, quelques mois après, sont mises en ligne sur le site des Assises du corps transformé. Le corps et ses parures. Avez-vous réalisé tout ce que la parure dit de chacun de nous ici présents? La façon dont vous vous êtes ce matin préparé, parée n'est pas anodine. Ça parle. Toutes les sociétés, toutes les cultures, toutes les époques ont donné et donnent leur corps, leur code de parure. Ce n'est pas anodin. Pas anodin du tout. Et il y a 2 phrases que j'aime beaucoup. Celle première est d'Henri Michaud. L'habillement est une conception du monde que l'on porte sur soi. Qui songerait à porter quelque chose qui lui serait contraire et qui le contredirait constamment? Et la deuxième, d'Anatole France, s'il m'était permis de choisir dans le fatras de livres qui se seront publiés 100 ans après ma mort, savez-vous celui que je prendrais? Non, ce n'est point un roman. Je prendrais tout bonnement un journal de mode pour voir comment les femmes et les hommes s'habilleront un siècle après mon trépas. Et ces chiffons m'en diront plus sur l'humanité future que tous les philosophes, les romanciers, les prédicateurs, les savants. Oui, la parure, le vêtement, le bijou, le parfum que nous allons envisager tour à tour durant ces 2 jours, mais aussi la coiffure, le maquillage, le tatouage, ces traitements plus intimes de la peau que nous envisagerons certainement dans une prochaine session, parlent beaucoup de nous. Ils nous racontent. Oui, une parure qui correspond au code, aux normes en vigueur, peut-être qu'on ne la verra pas. Enfin, en tout cas, elle paraîtra presque inapparente, tant elle est en harmonie avec notre éducation et notre socialisation. Elle dira peut-être de nous que nous sommes un peu conformistes. Une qui sort des normes, qui sort des codes, va nous interroger, peut-être nous choquer, on ne verra plus que ça de ce corps anormal, de ce vêtement exubérant, de ce parfum entêtant, de ce bijou trop voyant. Ça dira quelque chose de nous. Oui, déjouant le genre, déjouant l'uniforme imposé. Oui, il y a un langage qui a été tout à fait et bien théorisé par Roland Barthes, Roland Barthès, comme disait un de nos présidents. Et ceci est d'autant plus vrai que nous sommes dans une société de l'image. Alors, la parure est plus précisément
le vêtement cache les réalités de notre corps, ça depuis l'origine, depuis le péché originel. Mais ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir un petit peu de malice. Le vêtement sachant nous voiler tout en dévoilant beaucoup de nous et nous permettant d'avancer plus ou moins masqués à l'envi dans le grand théâtre, dans le grand carnaval de la vie, comme dirait Philippe Lyotard. Mais j'y pense, j'ai un courrier à vous lire que m'a envoyé le vêtement. Chers toutes et tous, c'est Adam et Ève qui vous ont mis dans de beaux draps. Car c'est après avoir mangé le fruit défendu qu'ils ont pris conscience de ce qu'ils étaient nus, que Dieu les a chassés du paradis terrestre et en signe de déchéance les a couverts d'un vêtement cachant leur nudité. Cette valeur de stigmate du péché originel m'a longtemps collé à la peau. Il était alors non seulement indécent, mais immoral, honteux de se faire remarquer par le vêtement. Même Erasme, en 1500, écrivait dans ses adages que l'habit fait l'homme. Et plus tard, il enseignait même que les vêtements doivent être propres, bien tenus, parce que, chose essentielle, ils sont le reflet de l'âme. C'est tout dire. Stigmate du péché originel d'un côté, reflet de l'âme de l'autre, ça fait beaucoup. Alors, il est vrai que j'ai une relation tellement intime avec le corps. Je le protège, je le cache pudiquement, et souvent le réchauffe, c'est là ma fonction initiale et première. Je le cache, mais je dis aussi tellement de lui. Je suis un marqueur d'identité, accompagnant les rituels de passage d'un état à un autre, d'un âge à un autre, traduisant une profession ou une fonction, un rang social. Je suis un marqueur sexuel, à la fois social et politique. J'affirme le pouvoir, autant que la dépendance. Je suis un marqueur de genre, avec parfois une fonction érotique, soulignant les attributs anatomiques de chacun des sexes. Mais à l'inverse, je peux avoir un rôle désexualisant, masquant le corps. Je suis un marqueur temporel, social et politique, là encore. Le corps est libre de s'y intégrer ou de s'en démarquer à travers moi. Je suis un marqueur géographique, souvent folklorique, et objet de la vie courante, mais aussi parfois pièce de luxe à valeur artistique, je suis aussi un marqueur socio-économique. Oui. Et je suis bavard. Souvent plus bavard d'ailleurs que mon propriétaire. Je dis beaucoup de lui, de son envie de se cacher, de s'intégrer, de se démarquer, de séduire, ou de s'opposer, voire de se révolter. Je parle de sa fantaisie, de son envie de jouer, de son conformisme, de son envie de paraître, de se classer dans une catégorie sociale, ou d'en échapper, brouiller les pistes. Je contrains ou donne de la liberté au corps suivant les époques, suivant que le corps le veuille ou non. Ce corps, miroir de notre rapport au monde, dit Georges Vigarello, ben j'en suis une parure, un auxiliaire, un partenaire de jeu. Ainsi parle le corps à travers moi. Je dis tant de choses. Prenez simplement le temps de m'écouter et de me lire. En aurez-vous assez de ces 2 journées pour en faire le tour? Certes non, mais c'est déjà beaucoup que cette prise de conscience que vous aurez. Voilà ce que voulait nous dire le vêtement. On pourrait en dire tout autant des bijoux, de ces bijoux qui reçoivent la lumière et la reflètent, brillent de 1000 feux, qu'ils soient de fantaisie ou de joaillerie. Et j'ai envie de vous proposer de relire quelques beaux textes, notamment ceux de Maupassant, La Parure, ou encore Les Bijoux, ou encore de Denis Diderot, avec ses fabuleux bijoux indiscrets. Ça en dit, les bijoux. Alors, c'est vrai que ça prend la lumière, mais c'est généreux, ça rejaillit sur la personne qui la porte, qui parfois essaie de se cacher derrière. Le bijou va guider le regard et va réveiller surtout un tas de choses du passé, des images, des êtres chers, des moments de vie. Le bijou a une valeur essentielle au cœur de lui, la possibilité de réveiller les sentiments. Et le parfum a tout ça, mais il a une valeur première, plus que toute autre parure, celle de réveiller les émotions. Le parfum, quelque chose de magique.
Là aussi, ça a été très bien décrit dans beaucoup d'ouvrages, dans César Birotteau de Balzac. Ça a été décrit à merveille également par George Sand, qui était une écrivaine olfactive, elle qui avait un rosarium, qui passait son temps à mettre son nez dans des bouquets de roses. Ça a été décrit par beaucoup d'auteurs, de façon plus austère, mais c'est un livre à lire, par Alain Corbin, qui a écrit Le miasme et la jonquille, et n'oubliez pas Le parfum de Susskind. Mais s'il y a un auteur qui a remarquablement parlé du parfum, vous le savez tous, c'est Marcel Proust. Mais quand dans un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seul, plus frêle, mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur reste encore longtemps comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer sur la ruine de tout le reste, à porter sans réfléchir sur la gouttelette presque impalpable l'édifice immense du souvenir. Ou alors, Charles Baudelaire, l'acteur a dû quelquefois respirer avec ivresse et lente gourmandise ce grain d'encens qui remplit une église, ou d'un sachet le musc invétéré. Charme profond, magique, dont nous grise dans le présent le passé restauré. Ainsi l'amant, sur un corps adoré, du souvenir cueille la fleur exquise. De ses cheveux élastiques et lourds, vivant sachés en encensoir de l'alcôve, une senteur montée, sauvage et fauve, et des habits, mousseline ou velours, tout imprégné de sa jeunesse pure, se dégageait un parfum de fourrure. Sans transition, je voudrais appeler la première session le vêtement. Alors, je ne pouvais pas commencer sans avoir une pensée émue pour cette dame, la reine d'Angleterre, Élisabeth, qui a si bien joué du costume, du chapeau et des couleurs. Il n'y avait qu'elle. Enfin, qu'elle. Pas forcément. Il y avait aussi Elton John. Alors, quand j'ai regardé ces photos, je me suis dit, mais c'est pas vrai, ils avaient le même styliste, ils avaient le même couturier. Regardez. Et là, des couleurs fluo, peut-être en rapport avec un goût tout britannique. En tout cas, des choses qui permettent d'être un petit peu spectaculaires, de ne pas passer inaperçues, et des tenues qui sont peut-être quand même réservées à des reines et à des stars. La reine d'Angleterre ne disait-elle pas « Je ne m'habille jamais en beige, les gens ne me verraient pas et ne me reconnaîtraient pas ». C'est vrai qu'elle n'était pas très grande, donc si elle se neutralisait par une couleur, elle se gommait du paysage. Là, elle ne s'est pas gommée. Heureusement qu'elle avait les chapeaux, parce que parfois on ne l'aurait pas vu derrière des micros un petit peu mal placés. Et heureusement qu'elle avait associé à son humour les chapeaux, pour dire à un an du Brexit tout ce qu'elle en pensait. Regardez ce chapeau avec les étoiles du drapeau européen. C'est quand même curieux. Non, elle a dit que c'était un fâcheux concours de circonstances. Le vêtement a une fonction également métonymique. Il dit la personne. L'homme au chapeau noir et à l'écharpe rouge, c'était le chansonnier Aristide Bruant. Ça a été aussi le président François Mitterrand. D'autres s'y sont risqués avec moins de succès. La métonymie, ça ne fonctionne pas toujours.